Alors, chapitre 11, le mouvement des planètes. Donc, on commence par les 3 lois de Kepler. Ce sont des lois expérimentales, c'est-à-dire établies à partir d'observations de mouvement des planètes, de satellites et de Mars en particulier. Alors, je ne peux pas fluoter sur le PowerPoint, donc tout ce qui apparaît en rouge, vous devez mettre du fluo. Petit 1, les énoncés des lois. Donc, les lois de Kepler s'appliquent dans le référentiel héliocentrique. Nous l'avions vu dans le chapitre 8. C'est un référentiel qui a pour origine le centre du Soleil et dont les axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines qui sont considérées comme fixes. La première loi est connue sous le nom de loi des orbites elliptiques ou loi des trajectoires. Cette loi dit que les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers. Alors, les ellipses, ce n'est plus au programme de maths. Donc, une ellipse, en gros, c'est un ovale, un ballon de rugby. Donc, il y a le grand axe qui a une longueur 2A. Le petit axe que je ne vous ai pas fait figurer qui a une longueur 2B. Contrairement à un cercle où il y a un point particulier qui est le centre, ici, il y a 2 points particuliers qu'on appelle le foyer, les foyers. Donc la première loi, elle vous dit que le Soleil occupe un des foyers. Donc, ce qui est particulier sur une ellipse, c'est que la distance d'un point de la courbe elliptique à un foyer plus la distance à l'autre foyer est toujours constante. Et elle vaut la longueur du grand axe. Pour tracer une ellipse, il y a la méthode du jardinier, c'est-à-dire qu'on plante 2 piquets. On met une ficelle. Ici, vous mettez un pieu pour tracer de la terre, ou si vous voulez essayer chez vous, vous mettez 2 punaises et un stylo. Et donc, vous tournez autour des foyers de façon à ce que la corde reste toujours tendue. Et vous allez faire une ellipse. Ça, je vous en parle, des fois que certains choisiraient ce sujet pour le grand oral, vous aurez forcément une question sur l'ellipse. Donc, une ellipse est caractérisée par ces 2 foyers, et la somme d'un point de l'ellipse à un foyer plus celle distance à l'autre foyer égale donc, je répète, le grand axe. Alors souvent on dit 2A parce qu'on a l'habitude d'appeler A, c'est le demi-grand axe. Donc forcément, le grand axe fait 2 fois le demi-grand axe. Et enfin, un cercle est un cas particulier de l'ellipse dont les foyers sont confondus. Donc vous pouvez, ceux qui essaieront, les plus courageux, de faire avec les punaises, la ficelle à couture ou la ficelle à rôti et un stylo. Plus vous rapprochez les 2 foyers, plus votre ellipse se rapproche d'un cercle. Et donc à ce moment-là, le demi-grand axe est appelé le rayon. Il est égal aussi au demi-petit axe. Ce que vous devez retenir également, c'est les noms aphélie et périhélie. Donc aphélie, c'est le point le plus loin du Soleil, et périhélie, c'est le point le plus près du Soleil. La deuxième loi de Kepler, c'est la loi des airs, surface. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que quand la planète elle est loin du Soleil, si on pouvait dire le rayon, vous voyez le rayon là, de ce déplacement, il est très grand par rapport à celui-ci. Sauf que notre loi des airs nous dit que le rayon Soleil-planète, donc ce rayon-là, repérant les positions des planètes dans leur mouvement autour du Soleil, balaie des aires égales pendant des temps égaux. Donc vous prenez un fluo, vous hachure cette aire-là, et donc ces 2 aires sont égales. Donc on a très vite l'idée que, comme ici le rayon est plus petit, eh bien la planète elle va beaucoup plus vite pour obtenir une grande aire. Donc la conséquence de ceci, effectivement, c'est que les planètes ont une vitesse plus grande quand elles sont plus proches du Soleil. La vitesse est maximale à la périhélie et minimale à l'aphélie. Donc ici vous placez le point C, ici vous placez le point D.
N'hésitez pas à mettre en pause et à reprendre après. Si la trajectoire est circulaire, qu'est-ce qui va se passer? Comme les rayons seront, planète, soleil, seront partout les mêmes, eh bien la vitesse sera uniforme. Et ça fait partie de votre programme et c'est la base des exercices. Il faut savoir retrouver que dans le cas d'une trajectoire circulaire, le mouvement, il est obligatoirement uniforme. Il ne peut pas en être autrement. La troisième loi, c'est la loi des périodes. Qu'est-ce qu'elle dit? À savoir par cœur. D'ailleurs, j'ai oublié le fluo, vous pouvez fluenter. Parce que des fois, on vous demande de la réciter. Le carré de la période grand T de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe A. Donc T carré sur A cube égale K. Vous pouvez à côté écrire que donc T carré égale K fois A au cube, c'est bien une relation de proportionnalité. On ne perd pas de vue qu'en physique, il y a des unités. Donc, en couleur, l'unité légale d'un temps, c'est les secondes. L'unité légale d'une distance, demi-grand axe, c'est bien une distance, ce sont des mètres. Donc, on n'en conclut que la constante, elle a pour dimension les secondes au carré par mètre cube. Cette constante K n'est pas une vraie constante universelle. Elle change dans chaque cas. Ceci, tout comme le mouvement uniforme, fait intégralement partie du programme de l'écrit. Il faut savoir pas à pas retrouver que T2 sur A cube égale une constante. Remarque. Donc K, c'est une constante indépendante de la masse de l'astre étudié, mais pas de l'astre attracteur, on le verra à la fin du chapitre. Il faut savoir retrouver cette valeur. Et il ne faut pas confondre en terminale la période de révolution, c'est le temps que met la planète à parcourir son orbite, et la période de rotation qui est le temps que met la planète pour faire un tour sur elle. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout ça pour l'instant, c'est du cours à savoir par cœur. Alors, si on n'étudie pas une planète et le satellite, eh bien, toutes ces lois s'appliquent aussi bien aux planètes qu'aux satellites, sauf que nous ne serons plus dans le référentiel héliocentrique, mais planétocentrique. Le gros piège dans les satellites, c'est qu'on parle de leur altitude. Je vous rappelle que l'altitude, c'est la distance au sol. Donc, pour avoir la distance entre le centre de la planète et le centre de son satellite, eh bien, il faudra additionner le rayon de la planète et l'altitude h du satellite. Alors, grande accélération et vitesse des astres en mouvement. Donc, première chose en terminale, c'est qu'on ne va travailler que sur des trajectoires circulaires. On ne tiendra pas compte du fait que ce sont des ellipses, sinon on ne sait pas faire. Et qui dit trajectoire circulaire nous ramène au chapitre 8 avec le fameux repère de Fresnel. Donc je vous rappelle que le repère de Fresnel est un repère mobile, donc qui tourne en même temps que le système. Il y a un vecteur unitaire tangent à la trajectoire qui est dans le sens du mouvement, et un vecteur vitesse normale qui est toujours radial, c'est-à-dire orienté selon un rayon du cercle, et centripète, c'est-à-dire vers le centre du cercle. Donc, je vous rappelle la loi de la gravitation universelle vue en seconde de façon numérique et en première de façon vectorielle. Donc, si on a un vecteur unitaire radial centrifuge, donc centrifuge, c'est vers l'extérieur. Radial, c'est selon un rayon. UAB. La force d'attraction d'un astre A sur un astre B, premièrement, est toujours
attractive. Et elle vaut en norme grand G fois la masse de l'astre qui subit l'action, fois la masse de l'astre qui exerce l'action, divisé par la distance entre le centre des axes au carré. Comme je vous ai imposé un vecteur unitaire qui est radial vers l'extérieur, que la gravitation universelle est toujours une force attractive, vous constatez que ces deux vecteurs sont dans des sens opposés. Donc à la norme du vecteur qui est ici, je mets un signe moins. De fait, je m'aperçois que si je l'exprime dans la base de Freinet, eh bien le signe va être, il n'y a pas de t, positif. Il faut vraiment être au point au niveau des flèches, pas flèche, signe moins, pas signe moins. Donc vous mettez en pause et vous recopiez proprement ce schéma. L'expression de l'accélération. C'est exactement ce que nous avons fait dans le chapitre précédent sur les mouvements dans les champs uniformes. On part toujours du même schéma. Référentiel, système, bilan des forces, seconde loi de Newton ou PFD, principe fondamental de la dynamique. Donc le système, c'est la planète ou la masse ou le satellite de masse m en mouvement. Ici, je vais étudier la Terre, donc référentiel héliocentrique. Si c'est un satellite, planétocentrique. Bilan des forces. À part la force de gravitation, il n'y a pas grand-chose. Donc je l'exprime directement dans le repère de Freinet, donc même sens pour les deux vecteurs, donc pas de signe. Masse du Soleil fois masse de la Terre divisé par R carré fois G, constante de gravitation universelle. Principe fondamental de la dynamique. Je vous rappelle qu'il dit que la somme des forces extérieures égale la masse du système. Donc ici, j'étudie le mouvement de la Terre, donc masse de Terre, multiplié par l'accélération du centre d'inertie. Je pose l'expression de la force de gravitation. Et là, je m'aperçois de quoi? Qu'il y a une simplification. Je peux simplifier par la masse de la Terre. J'obtiens enfin l'expression de l'accélération de la Terre dans le repère de Freinet. C'est grand G, constante de gravitation universelle, multiplié par la masse, attention, de l'astre attracteur, ici le Soleil, divisé par la distance qui sépare le centre des planètes au carré, multiplié par le vecteur unitaire grand N, donc normal du repère de Freinet. Alors je vous sens déjà venir d'apprendre tout par cœur. Non, en fait ce cours c'est exactement un exercice du bac, il faut tout savoir redémontrer depuis ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire référentiel, système, bilan des forces et ce principe fondamental de la dynamique. On fait exactement comme dans le chapitre de mécanique qu'on vient de finir, on va projeter le vecteur dans le repère choisi afin d'avoir ses coordonnées. Et cette fois-ci, comme on travaille pour des mouvements circulaires, eh bien le meilleur choix c'est de projeter dans le repère de Freinet. Donc quand je projette l'accélération, le vecteur accélération sur le vecteur unitaire tangentiel, eh bien il n'y a pas de coordonnées, puisqu'on a vu précédemment que A, c'est G masse du Soleil sur distance au carré, vecteur unitaire M. En revanche, tout se projette, toute la grandeur se projette sur le vecteur normal. Or, dans le repère de Freinet, les coordonnées du vecteur accélération sont établies et connues depuis le chapitre 8. C'est que c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps en mouvement tangentiel sur le
vecteur unitaire tangentiel, et V carré sur R sur le vecteur normal. On en conclut quoi? On en conclut que la dérivée de la vitesse par rapport au temps égale 0. Alors ça, vous le rajoutez à la main parce que j'ai oublié de le mettre dans le petit diaporama. Donc vous écrivez que on en conclut que dérivée de la vitesse par rapport au temps égale 0. Donc la vitesse est une constante. Et on vient bien de redémontrer que dans le cadre d'un mouvement circulaire, la vitesse de l'astre ne peut être que constante. Ensuite, cette relation, on va l'appeler une. Donc, si la trajectoire d'un objet en orbite gravitationnelle est circulaire, alors son mouvement est nécessairement uniforme. Et ce que j'ai oublié de vous mettre, c'est donc ce que vous avez dû écrire avant, c'est la raison. La raison, c'est que la coordonnée tangentielle est nulle, donc dérivée de la vitesse par rapport au temps égale 0. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que le vecteur accélération, il est radial centripète et il ne dépend pas de la masse du système. Expression de la vitesse. En utilisant l'expression petit e, vous égalisez les deux termes et vous voyez que V carré sur R égale Gms sur R carré. Il vient que il y a une simplification par R, donc j'enlève le carré, j'ai mis R, il reste V carré égale G fois Ms divisé par R. Pour obtenir la vitesse, je prends la racine. Je vous rappelle que normalement, il y a plus ou moins racine et qu'on dit qu'on retient la racine positive puisqu'une norme de vitesse ne peut pas être négative. Donc la vitesse, c'est la racine de la constante de gravitation universelle fois la masse de l'astre attracteur divisé par le rayon. Je vais ôter cette formule, s'il vous plaît. Remarque. Pour une planète du système solaire, donc à la place de R, ce sera la distance Soleil-planète. Et ça sera bien la masse du Soleil. Pour un satellite de la Terre, eh bien l'astre attracteur, ce sera la Terre, donc au numérateur, ce sera la masse de la Terre. En revanche, ne vous faites pas avoir par le petit piège, la distance entre le satellite et la Terre, ce sera le rayon de la Terre plus l'altitude du satellite. Conclusion, la vitesse d'un satellite, eh bien, ne dépend que de son altitude. Elle est complètement indépendante de la masse du satellite. Donc on peut vous questionner, plus le satellite est haut, plus il va vite ou moins il va vite. Et souvent pour les satellites, on trouve un lien avec les satellites géostationnaires qui est le dernier paragraphe de votre chapitre. N'hésitez pas à faire pause. On arrive tout doucement à la démonstration de la troisième loi de Kepler. Nous venons d'établir l'expression générale de la vitesse. Ça sert aussi à faire du littéral en terminale. Ça sert à trouver des lois générales et pas faire chaque petit calcul où ne se dégagerait aucune loi universelle. Alors, une planète, pendant sa période de révolution, c'est-à-dire autour du Soleil, la distance qu'elle parcourt, comme on a assimilé nos ellipses à des cercles, c'est le périmètre d'un cercle, à savoir 2 pierres. Elle parcourt donc 2 pierres pendant la durée grand T. Depuis le collège, vous savez que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc, de cette formule, on extrait grand T. Donc, grand T égale D sur D, c'est 2 pierres, on vient de le dire ici. Et vitesse, pour recopier ce que vous avez trouvé au paragraphe précédent. Quand il y a une racine qui nous embête, on élève au carré. Donc ici, je vais élever les deux termes au carré. Donc j'élève au carré les deux côtés de l'équation pour éliminer la racine carrée. Je vous rappelle que tous
ce qui apparaît à l'écran, qui n'est pas noté sur votre polycopier, vous devez le recopier. Et c'est dans cette partie qu'il va falloir écrire patte de mouche. Donc je mets tout ça au carré. Donc ici ça va faire, je vais développer le carré, ça va faire 4 pi carré r carré. Et ici j'ai simplement la racine qui va s'enlever. Donc divisé par GMS sur divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc il vient que t carré, c'est 4 pi carré. Le r qui est le dénominateur passe au numérateur, ça fait du r cube, divisé par la constante de gravitation pour la masse du satellite. Le r cube qui est au numérateur, je l'élimine en le passant au dénominateur du membre de gauche. Et donc, il vient finalement que T2 sur R cube égale 4 pi carré GMS, masse du satellite attracteur, de la planète, pardon, de l'astre attracteur. Nous venons de redémontrer la troisième loi de Kepler. T2 sur A cube égale constante. Et vous voyez que cette constante, elle dépend uniquement de l'astre attracteur. Il faut savoir faire cette démonstration. Vous le savez, on le refait au moins 3 fois avant la prochaine fois, et comme je le dis toujours, c'est un minimum. Remarque, donc T2 sur R cube ne dépend que de l'astre attracteur. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé cette ligne, il fallait recopier ce qu'on avait fait plus haut. Et qu'est-ce que ça nous donne d'intéressant T2 sur A cube? Eh bien, si on étudie les périodes de révolution d'une planète avec un télescope, par exemple, ou une lunette astronomique, ce qui peut donner lieu à un gros exercice du bac qui vous couple une lunette astronomique avec sa limite de résolution par la diffraction, avec l'étude de l'astre, un beau sujet sur 10 points, et on peut en déduire la masse de l'étoile. Par exemple, calculer la masse du Soleil, la masse de la Terre, la masse de Jupiter. Puisque la constante, elle vaut 4 pi carré divisé par G fois la masse du satellite ou de la planète. Pour un satellite, on ne se fait pas avoir. Le A cube, ça va être un R plus H. Et si c'est un satellite de la Terre, l'astre attracteur, c'est la Terre. À nouveau, on peut obtenir la masse de la planète. Alors, cas des satellites géostationnaires. Hop, vous rajoutez un S ici, s'il vous plaît. Définition par cœur. Un satellite géostationnaire est un satellite qui paraît immobile dans le référentiel terrestre. Donc, il y a 3 conditions pour que dans le référentiel géocentrique, son mouvement de révolution doit s'effectuer. Il faut d'abord que l'orbite soit circulaire, que le centre de ce mouvement circulaire, ce soit la Terre, que le satellite aille dans le même sens de rotation que le sens de la Terre. Il faut que le satellite soit dans le plan de l'équateur. Et enfin, il faut qu'il ait une période de révolution identique à la période de rotation de la Terre. C'est-à-dire que pour faire un tour de Terre, il doit mettre 23 heures, 56 minutes, 4 secondes. C'est pour ça qu'il apparaît immobile à la verticale d'un point, c'est-à-dire qu'il tourne en même temps que la Terre. Bon, il ne vous reste plus qu'à apprendre ça